Le 11 janvier 2013, à Brooklyn, un jeune homme de 26 ans est retrouvé pendu dans son appartement. Son nom, Aaron Swartz. La police parle d'un suicide, mais pour beaucoup, ce n'est pas si simple. Car ce garçon ne s'est pas donné la mort. Il a été lentement et méthodiquement broyé. Par la justice, par les institutions, par une vision archaïque de l'information à l'ère numérique. Pourtant, Aaron n'était pas un inconnu. Il avait co-créé Reddit. Il avait participé à l'invention du flux RSS à 14 ans. Il avait contribué au Creative Commons, socle juridique qui permet à des millions de contenus d'exister en dehors du copyright traditionnel. Mais Aaron ne voulait pas juste développer des outils. Il voulait rendre le savoir libre. Et c'est cette idée-là, simple, presque naïve, qui va le mener jusqu'à sa perte. En 2011, il est accusé d'avoir téléchargé des millions d'articles scientifiques depuis une base académique payante. Son but, les rendre accessibles à tous. Il n'a rien vendu, rien détruit, mais le gouvernement américain va décider d'en faire un exemple. Il encourt 35 ans de prison et $1 million d'amende. Il tiendra 2 ans jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et qu'il se donne la mort. Cette histoire n'est pas celle d'un cybercriminel. C'est celle d'un lanceur d'alerte que le système n'a pas su ou voulu comprendre. C'est une histoire de pouvoir, de justice et d'accès à la connaissance. Et c'est peut-être l'histoire la plus importante que vous n'avez jamais entendue. Aaron Hillel Swartz naît le 8 novembre 1986 dans une famille juive de Highland Park, en banlieue de Chicago. Son père, Robert Swartz, est fondateur d'une entreprise de logiciels et le jeune Aaron baigne très tôt dans l'univers de l'informatique. À seulement 12 ans, il crée une version assez primitive de Wikipédia appelée The Info Network, bien avant que Jimmy Wales ne lance l'encyclopédie collaborative qu'on connaît tous à ce jour. À 14 ans, il participe au groupe de travail qui développe le RSS 1.0, la technologie qui vous permet de suivre automatiquement les mises à jour de sites internet. Il était comme Mozart, dira plus tard son père, il possédait une compréhension intuitive des systèmes que la plupart des gens mettent des décennies à acquérir, si tant est qu'ils y parviennent. À 15 ans, il contribue au développement de la mention Creative Commons, alternative aux licences du droit d'auteur standard. C'est à ce moment-là qu'il commence à se fasciner pour Tim Berners-Lee, l'un des principaux créateurs du web, et de son initiative de laisser sa création libre et gratuite pour qu'elle puisse profiter à un large public. À 17 ans seulement, Aaron intègre brièvement l'université de Stanford qu'il abandonne rapidement, frustré par le système académique qu'il trouve trop rigide. À 19 ans, il cofonde la start-up Infogamy qui plus tard fusionnera avec Reddit, le 7e site le plus visité au monde actuellement. La vente de Reddit à Condé Nast en 2006 aurait pu faire de lui un millionnaire. Mais Aaron n'est pas fait pour le confort de la Silicon Valley. Car ce qui l'anime, ce n'est pas l'argent ou la gloire, il est habité par une conviction plus profonde, l'information doit être libre et accessible à tous. En 2008, Aaron publie le manifeste pour la guérilla du libre accès, un texte depuis devenu emblématique du mouvement sur l'open access. Il y écrit « L'information est pouvoir, mais comme tout pouvoir, il y a ceux qui veulent le garder pour eux-mêmes ». Il dénonce un système absurde où des recherches financées par l'argent public deviennent propriété d'éditeurs privés qui les revendent à prix d'or. Il est moralement urgent de partager ce savoir avec le monde, écrit-il. Ceux qui ont accès à ces ressources ont reçu un privilège, ils peuvent se nourrir de ce banquet de connaissances pendant que le reste du monde en est exclu. Aaron finit par mettre ses convictions en pratique. En 2008, il s'attaque à la plateforme Pacer, un site gouvernemental censé donner accès aux décisions de justice américaines. Public par définition, mais facturé 8 centimes la page. Un prix ridicule, pas tant que ça quand on cherche à consulter des milliers de décisions. Pour Aaron, c'est une absurdité démocratique. Si le peuple ne peut même pas accéder aux lois qui le gouvernent, à quoi bon parler de justice ? Alors, il agit. Il découvre que certaines bibliothèques universitaires disposent d'un accès temporairement gratuit à Pacer. Il code un script et il automatise. Résultat, 2,7 millions de pages téléchargées en quelques semaines. Pas pour les revendre, mais pour les partager librement. Le FBI panique,
Une enquête est ouverte, des agents sont envoyés dans les bibliothèques, caméras de surveillance, pression, interrogatoire, mais au final, aucune charge ne sera retenue. Officiellement, il n'a rien piraté, il a juste utilisé les failles d'un système censé être public pour le rendre réellement public. C'est la première fois qu'Aaron montre les dents. Et pour les autorités, c'est aussi la première alerte. Ce garçon est intelligent, radical et incontrôlable. Et il va mettre en action ce qui va le mener à sa perte. Septembre 2010, 2 ans après l'affaire Pacer, Aaron passe à l'étape suivante. Cette fois, il vise plus gros, JSTOR, une des plus grandes bibliothèques académiques numériques au monde. Des millions d'articles scientifiques, souvent issus de recherches financées par de l'argent public, mais vendus à prix d'or aux universités. 25, 30, 40 $ l'article pour lire le fruit d'une recherche que vous avez peut-être financée sans le savoir. Aaron trouve ça révoltant, alors comme à son habitude, il agit. Il se rend au MIT, le prestigieux institut de technologie. Pas besoin de casser une porte, le campus est ouvert, connu pour son accès libre à Internet. Dans un local réseau, il branche un ordinateur portable dissimulé sous une boîte. Le script est simple, il télécharge massivement. 4,7 millions d'articles pompés depuis JSTOR, des mois de data. Officiellement, il n'en publie aucun. Mais selon ses proches, son intention est claire, faire une analyse de masse pour montrer comment les grandes revues scientifiques sont influencées par les financements privés. Puis, rendre ses savoirs accessibles à tous. Une forme de militantisme radical, oui, mais pas un vol au sens classique. Pas de profit, juste une volonté de libérer un savoir confisqué. Mais cette fois, le gouvernement ne lâchera rien. En janvier 2011, Aaron est arrêté par la police du MIT et les agents fédéraux. JSTOR décide finalement de ne pas porter plainte après qu'Aaron ait rendu les données. Mais le bureau du procureur des États-Unis, dirigé par Carmen Ortiz, décide de poursuivre l'affaire. C'est là que la descente aux enfers commence. Carmen Ortiz et son adjoint Stephen Heyman décident de faire d'Aaron un exemple. Ils l'inculpent sous le Computer Fraud and Abuse Act, une loi draconienne datant de 1986, bien avant l'ère d'Internet telle que nous la connaissons. Le problème avec la CFNA, c'est qu'elle est vague. Elle parle d'accès non autorisé, mais ne précise pas clairement ce que ça veut dire. Elle a permis de criminaliser des usages qui ne sont pas forcément du piratage au sens classique, comme violer les mentions légales d'un site. Les procureurs l'ont accusé de s'être introduit dans un système informatique protégé, même si techniquement, il avait accès au réseau. Les charges s'accumulent, 13 chefs d'accusation au total. S'il est reconnu coupable, Aaron risque jusqu'à 35 ans de prison et 1 million de $ d'amende. Ortiz déclare dans un communiqué de presse « Voler, c'est voler, que ce soit avec un pied de biche, un fusil ou un clavier d'ordinateur ». Le bureau du procureur est vite critiqué. Le MIT reste lui-même étrangement silencieux, refusant d'intervenir en faveur d'Aaron. JSTOR, qui reste la supposée victime, déclare pourtant que l'affaire est réglée de son côté et qu'elle ne souhaite pas de poursuite. Lawrence Lessig, juriste renommé et mentor d'Aaron, dénonce une intimidation d'État. Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, prend également sa défense. Une pétition réunit des milliers de signatures pour demander le renvoi d'Ortiz. Mais le bureau du procureur reste inflexible. Leur stratégie est claire, pousser Aaron à plaider coupable en le menaçant d'une peine maximale. Ils vont jusqu'à lui proposer un accord. S'il plaide coupable de tous les chefs d'accusation, ils recommanderont seulement 6 mois de prison. Aaron refuse. Il est convaincu qu'il n'a commis aucun crime et que son procès pourra créer un précédent positif pour la liberté d'information. Mais le combat judiciaire s'éternise. Pendant 2 ans, Aaron vit sous la menace constante de la prison. La dépression dont il souffrait déjà par intermittence s'aggrave. Le 11 janvier 2013, 2 ans après son arrestation et à 2 mois de l'ouverture de son procès, Aaron Swartz est retrouvé pendu dans son appartement à Brooklyn. Il a alors 26 ans. Social news and entertainment website Reddit has been found dead. Police say 26-year-old Aaron Swartz killed himself yesterday in his Brooklyn apartment. Dans sa déclaration publique, sa famille et sa compagne ne mâchent pas leurs mots. La mort d'Aaron n'est pas simplement une tragédie personnelle, c'est le produit d'un système criminel rempli d'intimidation et de poursuites excessives. L'onde de choc est immense, des veillées s'organisent spontanément à travers le monde. Tim Berners-Lee, qui est, on le rappelle, le principal inventeur du web, tweet « Aaron est mort, le monde est plus petit. Construisons un monde meilleur, réformer le droit d'auteur, réformer la loi sur la fraude informatique en son nom ».
Carmen Ortiz, face au tollé, publie un communiqué défendant ses actions, affirmant qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi. Mais la pression est telle que des enquêtes internes sont ouvertes au département de la justice. Des sénateurs questionnent publiquement le bien fondé des poursuites. Peu après sa mort, un projet de loi intitulé Aaron's Law est présenté au Congrès pour réformer le Computer Fraud and Abuse Act, mais malheureusement, comme beaucoup de réformes législatives, il s'enlise et n'est jamais adopté. Mais sa mort n'a pas été vaine. Dans les mois qui suivent, JSTOR annonce qu'elle rend librement accessibles des millions d'articles. Le MIT, lui, publie un rapport reconnaissant qu'il aurait pu intervenir plus activement pour désamorcer la situation. Mais surtout, le documentaire The Internet's Own Boy raconte son histoire et sensibilise des millions de personnes aux enjeux du libre accès à l'information. Ses idées continuent de vivre à travers de nombreux projets. Il a contribué au développement de Creative Commons, un système de licence qui permet aux créateurs de partager librement leurs œuvres. Il était également impliqué dans le développement de SecureDrop, un système permettant aux lanceurs d'alerte de communiquer anonymement avec les journalistes, aujourd'hui utilisé par des dizaines de médias à travers le monde. La Open Access Week, semaine internationale dédiée à la promotion du libre accès aux publications scientifiques, prend une nouvelle dimension après sa mort. Des hackathons sont organisés à son nom où des programmeurs développent des outils pour rendre l'information plus accessible. Le combat d'Aaron pour l'open access a également accéléré des mouvements comme C-Hub, créé par Alexandra Elbakian, qui donne accès gratuitement à des millions d'articles scientifiques défiant ouvertement les éditeurs. Aujourd'hui, de plus en plus d'universités et d'organismes de financement exigent que les recherches qu'ils soutiennent soient publiées en libre accès. L'histoire d'Aaron Swartz nous confronte à des questions fondamentales sur notre société. Qui devrait contrôler l'information à l'ère d'Internet? Une poignée d'entreprises et d'institutions ou nous tous collectivement? Son cas illustre aussi les dérives d'un système judiciaire qui applique des lois obsolètes à des réalités nouvelles et qui est prêt à détruire une vie pour faire un exemple. Carmen Ortiz a poursuivi sa carrière, devenant même associée dans un prestigieux cabinet d'avocats après avoir quitté ses fonctions de procureur. Aaron, lui, n'aura pas cette chance. Aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle est nourrie par des quantités massives de données, souvent scrappées sauvagement et sans consentement clair, les questions qu'Aaron soulevait sont plus pertinentes que jamais. Les modèles d'IA sont entraînés sur des articles scientifiques, des livres, des œuvres d'art, mais qui bénéficie réellement de cette exploitation ? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à défendre cet Internet ouvert, collaboratif et démocratique qu'il imaginait ? Un Internet au service des citoyens et non des monopoles, un Internet qui éduque plutôt que de surveiller et de contrôler. Car comme Aaron l'avait compris, l'information ce n'est pas juste des bits et des octets, c'est du pouvoir. Et ce pouvoir devrait appartenir à tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner. Et si l'entrepreneuriat, la tech et son impact sur la société sont des choses qui vous intéressent, nous sortons une vidéo par mois pour raconter des histoires simples afin de comprendre des sujets complexes. C'était The Uncrypt pour vous servir et en attendant la prochaine histoire, je vous dis à bientôt. Ciao!